Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. 2 morts et 2 blessés. Le bilan provisoire de l'accident qui a eu lieu au marché Koloban. C'était ce matin, un chauffeur a perdu le contrôle de son camion, ce qui a donc causé le drame. Silence en marche. La manifestation a eu lieu ce matin sur initiative de la plateforme Art Suni Élection. Une marche pour exiger la tenue de la présidentielle dans les meilleurs délais. Plus de commission d'enquête parlementaire sur cette affaire de corruption supposée des 2 juges du Conseil constitutionnel. Les travaux de celle qui avait été créée le 31 janvier 2024 ont pris fin. Ceci après une information judiciaire ouverte par le procureur de la République sur la même affaire. Renseigne un communiqué issu de l'Assemblée nationale. Nous livrons les détails dans un instant. Et pour ce qui la concerne, nul n'osera dire que sa formation en droit ne lui a pas servi à grand-chose. Elle ne cesse de défendre les droits de sa communauté. Aujourd'hui, Mame Seynabou Babou nous propose le portrait de Gaël Babacar Mbaye. C'est à suivre avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres de développement. C'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. On parle d'abord de ce grave accident qui a eu lieu au marché Koloban. C'était ce matin. Un chauffeur perd la maîtrise de son camion et fonce sur des personnes. Il s'agit de vendeurs de friperies. Le bilan provisoire de cet accident fait état de 2 morts, un homme et une femme. 2 autres sont gravement blessés, acheminés par des éléments des sapeurs-pompiers, selon des témoins sur place. Suivons le reportage signé Khadija Ndadjoufa. Non, man choc bi sama kanam la mais man vraiment lool mënu mako sétane. Scène yu horrible yo xamantene man sama yaram nangu ko dal. Les activités continuent, mais la tristesse se lit toujours sur les visages des vendeurs de friperies à Koloban. Les freins d'un camion ont lâché et ont fait 4 victimes, dont 2 morts, un homme et une femme. Un des témoins, Saloum Baye, revient sur les faits. Un camion a perdu le contrôle et a foncé sur nous. Beaucoup disent que le camion était en manque d'air. Il y a 2 morts et 2 blessés. Certains parmi ces victimes sont identifiés par ce vendeur de friperie comme des revendeurs qui fréquentent très souvent les lieux. Parmi les victimes, beaucoup venaient ici très souvent acheter de la marchandise pour les revendre. Mais parmi les morts, l'une était une femme sûrement. Elle était venue pour acheter des vêtements pour elle. Mohamedou Kandé est motocycliste, également témoin du drame. Il revient sur l'état dans lequel il a trouvé les victimes. Les victimes doivent avoir environ entre 25 et 30 ans. Quand je les ai vus, l'une avait une jambe cassée et les 2 autres sont morts sur le coup. À Koloban, un camion perd le contrôle et fonce droit vers les vendeurs de friperies, faisant 2 morts parmi leurs clients et 2 blessés. Actuellement, le camion a été déplacé et les victimes ont été évacuées par les sapeurs-pompiers. La parole à présent à un expert en sécurité routière pour comprendre la cause de ce type d'accident. Ibrahim Onongo évoque des défaillances techniques constatées sur les véhicules poids lourds ou gros porteurs, si vous voulez. Par ailleurs, il relève la problématique de l'occupation anarchique. Selon lui, on n'est pas encore sorti de l'auberge si des mesures adéquates ne sont pas prises. Suivons ses explications. Oui, c'est effectivement un danger parce que l'accident dont vous venez de me parler pose déjà 2 problèmes. Un problème de défaillance technique au niveau des véhicules, perte de contrôle, donc du conducteur. Il y a aussi un problème d'occupation anarchique de la voirie urbaine. Je pense que les autorités ont tout le temps parlé de ça et la dernière fois, le préfet de Dakar qui disait en termes très clairs en Wolof, nous les dignans qui njek ak teranga, pour que les gens libèrent la voirie urbaine. Ce n'est pas la première fois, malheureusement. Et ça peut arriver encore.
Mais ce n'est pas dans la rue, le trottoir est occupé. On l'a vu à Colobane, c'est tous les jours, mais et ça finira par que même que je crains qu'un jour, les véhicules ne pourront plus circuler à Colobane. Parce que les tabliers ont occupé jusque la chaussée. Il n'y a plus de trottoir. Mais quand il y a une défaillance de cette nature, mais croyez-moi, bon, ça ne peut créer qu'une catastrophe. Et je vous en parlais en début de journal. Il est officiellement mis fin aux travaux de la commission d'enquête parlementaire relative aux accusations de corruption supposées des deux juges du Conseil constitutionnel. C'est le président de la dite commission qui donne l'information. Ceci fait suite à une information judiciaire ouverte sur l'affaire conformément à l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Celui-ci stipule, je cite, « Si une commission est créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire aux faits qui ont motivé sa création. » Fin de citation. Dans un communiqué, Abdou Mbow informe que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à travers le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, en a ainsi saisi le président de l'Assemblée nationale. Plusieurs personnes ont répondu à la manifestation de la plateforme de la société civile à une élection. C'était ce matin à Dakar, entre le rond-point donc Cyprès et le rond-point Liberté 6, la seule exigence de la manifestation. Vous l'avez compris, le silence avec comme slogan terminus le 2 avril. Ces Sénégalais exigent la tenue de la présidentielle dans les meilleurs délais. Les détails dans ce compte rendu signé à Lyon Sowa. Drapeau du Sénégal, pancarte de protestation sur lesquelles est inscrit Free Démocratie et même des t-shirts à l'effigie de Aar Sunu Élection. C'est dans cette atmosphère que citoyens sénégalais, membres de la société civile et hommes politiques ont marché du rond-point Cyprès au rond-point Liberté 6. Pour les organisateurs, l'objectif est clair, faire le tour pour que le 2 avril, qu'il y ait passation de service. Ce que nous voulons, c'est qu'on organise les débats le plus tôt possible pour ne pas aller au-delà le 2 avril. Parce qu'on pense que le 2 avril, le processus sera terminé. Pour les citoyens, il est impératif d'organiser la présidentielle au plus tard au début du mois de mars. Dans les meilleurs délais, au plus tard début mars, 3 mars, 10 mars. Parce que voilà, ça doit vraiment se contenir dans les délais qu'a prescrit la Constitution. Au plus tard, le 2 avril, il devra partir. Cheikh Tidiane Dièye se dit ouvert au dialogue. Le candidat est prêt à même raccourcir la campagne pour que la passation de service ait lieu à date échue. Nous sommes tous ouverts à discuter avec lui pour trouver la meilleure formule qui permettra à notre administration territoriale de s'organiser. Y besoin, je l'ai déjà dit, en utilisant notre armée pour faciliter la distribution du matériel dans le pays. Pour qu'en tout début de mars, s'il le faut, qu'on puisse tenir un premier tour, qu'on ait le temps, y compris peut-être en raccourcissant le délai de campagne électorale, et qu'on ait éventuellement aussi un deuxième tour sans qu'on arrive au deadline du 2. Le Conseil constitutionnel invite les autorités à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Le chef de l'État entend l'exécuter pleinement, mais pour la société civile et l'opposition, pas question de le faire au-delà du 2 avril. À Lyon Sow, des jeunes de l'opposition et des membres de la société civile proposent justement une date. Ils exigent la tenue de l'élection présidentielle au plus tard le 10 mars 2024. Ils menacent de descendre dans la rue pour mener le combat. Déclaration faite en marge d'un point de presse tenu à Kaffrine. Écoutons donc les explications du professeur Cheikh Diop du parti Grand Parti. Il est par ailleurs membre de la plateforme Aar Sunu Élection. Il a porté ainsi leurs paroles suivant ses explications. Le Sénégal a élu Senghor. Le Sénégal a élu Abdou Diouf. Le Sénégal a élu Abdoulaye Wade. Et l'actuel président, en l'occurrence, M. Macky Sall. Le peuple sénégalais est mature. Ce n'est pas au président sortant qui doit nous désigner qui doit être le prochain président du Sénégal. Ce qui se passe dans ce pays est une violation flagrante de la Constitution du Sénégal. Aar Sunu Élection dit que les élections doivent se tenir. Les meilleurs délais, c'est les plus brefs délais, et les plus brefs délais, c'est le 3 ou le 10 mars. Ce sont les bonnes dates pour organiser des élections libres et transparentes et inclusives. Au-delà de ces dates,
Monsieur le Président, ne sera plus le président de ce pays-là. Nous allons organiser des sittings, nous allons organiser des marches, nous allons bouger, nous allons manifester. Et revenons à Dakar pour reparler donc de la marche silencieuse. Au cours de celle-ci, des manifestants ont continué à exiger la libération des détenus comme Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye. Cheikh Tidiane Dièye, qui a évoqué le sujet avec notre reporter, estime que ces derniers doivent être libérés pour avoir eux aussi été inculpés donc pour les mêmes faits que ces jeunes libérés. Suivons ces explications. Nous libérer le président Ousmane Sonko parce que amul benn discussion bu ñuy xaar, amul benn condition bu ñu war a teg, amul benn négociation bu ñuy. Qu'il libère Ousmane Sonko. Il n'y a ni condition, ni discussion, encore moins de négociation pour sa liberté. Ils l'ont arrêté de façon arbitraire et c'est anormal. Il faut le libérer. Il faut aussi qu'il libère le candidat Bassirou Diomaye Faye. Les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, de mise en place de forces obscures, de troubles à l'ordre public à l'endroit des jeunes qu'on vient de libérer ne sont pas avérées. Donc pourquoi ils sont toujours dans les liens de la détention? Il faut les libérer. Et le forum du justiciable se fait ainsi l'avocat des jeunes ou des détenus non connus du grand public. Effectivement, dans un communiqué qui nous est parvenu, l'organisation de la société civile invite ainsi les autorités à leur accorder une liberté au même titre que ceux libérés pour avoir été appréhendés dans les mêmes conditions. Par ailleurs, Babacar Ba invite les autorités judiciaires à poursuivre cette dynamique, ce qui contribuera à désengorger les prisons et à pacifier le climat social et politique. En attendant, certains ont été libérés, un vent de décrispation qui cache une sombre histoire pour beaucoup, puisque parmi ces désormais ex-détenus, certains ont perdu leur travail et d'autres ont vu leur ménage imploser. Alors, l'État doit-il donc les indemniser après tout ce temps perdu? Senghor, chargé des affaires juridiques de la RADDHO, liste les conditions au téléphone donc avec Abraham Poulpouya. Les constitués du président de la Cour suprême, des autorités qui se retrouvent à la tête de la Cour suprême. C'est le président ou le magistrat qu'il choisit, 2 magistrats du siège, le procureur général et ensuite le greffier en chef de la Cour suprême. Donc c'est cette juridiction-là qu'on a transformée en commission. S'y ajoute aussi l'agent judiciaire de l'État qui assistera aux travaux de la commission. C'est ces gens-là qui vont déterminer si vous pouvez avoir une indemnisation ou pas. Et le tout aussi dans un délai comprimé de 6 mois. Ça, c'est un peu les hauts cadres qui dirigent la Cour suprême, la juridiction supérieure au Sénégal. Or, en matière d'indemnisation, nous ne sommes pas forcément en matière juridictionnelle. Et c'est pourquoi il serait important que dans cette commission, qu'on puisse y retrouver les universitaires, les avocats, des membres de la société civile, pour mieux apprécier les... Beaucoup ont sollicité leur prise de parole dans ce contexte de tensions socio-politiques et ils le font. La preuve avec Thierno Abdourahmane Bari, Khalif de Bogal. Il appelle les Sénégalais, notamment la classe politique, à cultiver la paix. Et pour préserver le vivre ensemble, le Saint-Homme sollicite davantage de responsabilité de la part de tous avant de prier pour la paix au Sénégal. Suivons-le. Nous souhaitons la paix pour le Sénégal et nous appelons tout le monde à la sérénité. C'est le message que j'adresse à nos familles, nos voisins et à tous les disciples. Que chacun sache quel est son rôle. En outre, il faut accepter la volonté divine. Si Dieu a décidé que c'est fini le temps du pouvoir de ceux qui sont là, personne ne peut s'y opposer. Ceux qui cherchent le pouvoir aussi doivent savoir que c'est Dieu qui décide. Il faut calmer les ardeurs et œuvrer pour la paix. Faisons un tour à Kolda où, dans le département éponyme et celui de Médina Yoro Fula, les populations sont confrontées à des difficultés liées à l'enclavement
Et comme si cela ne suffisait pas, un faible taux de couverture réseau téléphonique vient s'ajouter à leur calvaire. Laissées à elles-mêmes, les populations des 22 villages situés au nord-est de la localité ou de la région tout simplement ont tenté de trouver des solutions provisoires. Dans ce sens, elles ont ainsi réalisé un pont de fortune pour améliorer notamment la mobilité en saison des pluies, nous dit notre correspondant permanent dans la région, à Kolda, Seydou Diatta. Ce fleuve Casamance qui prend sa source dans l'extrême nord-est de Kolda marque la frontière naturelle entre la commune de Dialambéré dans le département de Kolda et celle de Fafakuru dans le département de Médina Yoro Foulah. Pour les communautés locales, il est tantôt une bénédiction, tantôt un handicap à cause des difficultés liées aux évacuations sanitaires et à l'écoulement des produits agricoles. En saison des pluies, nous sommes coupés du reste du territoire régional. Personne n'ose traverser ici. Ici, l'évacuation des patients, notamment les femmes en travail, se fait par voie de contournement sur une distance de 35 km à bord de charrettes, avec tous les risques que cela comporte. Deux fois par semaine et depuis plus de mois, ce lit du fleuve est devenu le point de convergence des 22 villages de la contrée. Objectif, unir les efforts et bâtir un pont avant la prochaine saison des pluies. Entre Kandja et la commune de Badion, c'est là-bas où le fleuve a pris départ. Jusqu'à Kolda, il n'y a qu'un seul pont, le pont qui existe à Fafakuru. À part ce pont-là, tous les autres routes qui relient entre les deux départements, ce sont les populations qui se sont levées en train de faire des ponts artificiels, comme vous l'avez vu, ce pont-là, qui est fait à base des planches. C'est ici que les gens se débrouillent pour traverser. Sénégal, Sénégal, nous avons l'impression d'être des Sénégalais entièrement à part. Nous rappelons au président Macky Sall que nous sommes des Sénégalais en quête de solutions à nos difficultés quotidiennes. Entre autres difficultés que vivent les populations dans cette partie nord-est de Kolda, le faible taux de couverture en réseau téléphonique. Et nous sommes vraiment oubliés par le gouvernement. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle un réseau. Nos enfants, nos étudiants qui sont là, ils ne pourront pas se connecter pour vraiment apprendre. Alors que les enfants de la commune de Fafakuru de Dialambéré ont les mêmes droits avec les enfants qui sont à Dakar ou bien à Ziguinchor ou bien à Thiès. Il y a l'insécurité totale, puisque là où tu ne peux pas téléphoner, des bandits peuvent vous attaquer, tu n'as pas de quoi pour communiquer. Beaucoup d'initiatives communautaires sont entreprises par les populations pour trouver des solutions, bien que conjoncturelles, aux multiples problèmes qui assaillent la zone. Mais l'appui et l'implication des bonnes volontés ainsi que les autorités politiques tardent toujours. Retour à Dakar, nous allons nous rendre à Diamniadio, exactement à Baobab, ex-Boud Sénégal, le seul endroit de la capitale où le maraîchage est pratiqué. Sur près de 200 hectares, une localité où les habitants sont confrontés à un manque d'eau, ce qui réduit considérablement le rendement agricole. Ces maraîchers s'inquiètent également de la pression foncière avec les nombreux promoteurs immobiliers qui convoitent les terres destinées à l'agriculture. Babacar Seka. Des exploitations familiales regroupées au sein du mouvement paysan du périmètre Baobab à Bout-Sénégal dans la commune de Diamniadio pratiquent le maraîchage à grande échelle dans ce périmètre où un bail de 200 hectares leur a été attribué. Nos activités, c'est la production vraiment du maraîchage, plus précisément l'oignon et la tomate. On emblanche presque 10 hectares de l'oignon, aussi en même temps 10 hectares de la tomate. Oui. Pour ça, encore, nous sommes environ 500 membres. C'est des exploitations familiales. Bon, plus précis, c'est des exploitations familiales qu'on veut quand même tous qui réunissent, qui se départissent sur les 4 communes presque. Commune de Sangalkam, Bambilor, Diamniadio, presque ce sont les 3 communes en fait.
Situé à proximité du pôle urbain de Diamniadio, la pression foncière commence à se faire sentir, d'où l'appel des maraîchers pour la préservation de cette zone agricole. Ils sont tout le temps ici, surtout les dimanches, ils viennent avec leur véhicule et puis prennent des mesures. Certains disent même qu'ils ont des baux. On est confronté à ces difficultés. Je pense que dans ce périmètre, il ne peut y être fait que de l'agriculture, d'autant que beaucoup de personnes ont un travail et subviennent à leurs besoins grâce à l'agriculture. Selon les exploitants, la production pouvait être plus importante si les difficultés liées à l'eau et au matériel agricole lourd étaient résolues. La valeur n'atteint point le nombre des années, avons-nous l'habitude de dire. La preuve dans le portrait que la rédaction vous propose aujourd'hui. Il s'agit d'une jeune dame, elle est juriste de profession, militante de la société civile, blogueuse, créatrice de contenu et très engagée pour les causes féminines. Son nom, Gaëlle Babacar Mbaye, elle est quasiment partout lorsque les droits de sa communauté sont menacés. Elle a porté pas mal de combats avec ses collaborateurs. Son portrait proposé aujourd'hui donc par Mme Seynabou Babou. Fervente militante de la société civile, Gaëlle Ababacar Mbaye aime porter la voix des sans-voix. Très fougueuse à l'extérieur et timide dans le cocon familial, quand il s'agit de défendre les intérêts de sa communauté, elle sort les griffes. Mon papa, il me surnommait Meng, donc je ne parlais pas, j'étais muette et pour certains, j'étais carrément une sourde muette, donc voilà, je ne parlais pas. Donc j'étais très calme. Et puis, je me souviens en classe de 6e, quand on a convoqué ma maman pour lui dire que j'étais la plus bavarde de la classe et que pratiquement, même pour les francs, parce que même en classe de seconde quand même, quand il y avait des injustices que certains élèves subissaient à l'école, j'étais là, je prenais le combat et puis ils venaient vers moi. Fille de feu Babacar Mbaye, ancien ministre et parlementaire, Gaëlle a grandi sans figure paternelle. Cependant, elle reconnaît qu'une interconnexion existe entre eux. Dès l'âge de 18 ans, elle embrasse le monde du travail en intégrant la société civile à seulement 24 ans. Son parcours professionnel est fascinant. Je l'ai connu grâce à certains de ses amis, donc certains politiques ou journalistes que je rencontre. Et j'avoue, je ne dirais pas qu'aujourd'hui l'engagement se transmet par voie héréditaire, mais je sais que cette fibre patriotique, cette fibre citoyenne vient de mon papa. C'est quand même une personne qui reste ma boussole, puisque les témoignages à son égard sont unanimes, ce qui me permet de le voir. Moi, je le dis tout le temps, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Je n'ai qu'un seul héros, c'est mon papa, feu Papa Babacar Mbaye. Militante de la société civile, la juriste de profession a choisi de faire le droit après avoir assisté en 2017 au procès de Khalifa Ababacar Sall. Je me suis beaucoup frottée aux organisations de la société civile sénégalaise en intégrant d'abord le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace de la CEDEAO. Ensuite, j'ai été avec le doyen Alioune Tine qui m'a quand même été d'une grande utilité à Africa Jom Center où j'ai été chargée de programme. Il s'en est suivi également donc CAJUST, le réseau des citoyens actifs pour la justice sociale, où j'ai été également directrice de programme et chargée de communication des campagnes et des plaidoyers. Juste après, j'ai rejoint les organisations internationales. Détentrice d'une licence en droit public, compte-t-elle suivre le parcours de son père en s'engageant en politique? Alors, pour le moment, je trouve que je gagnerais beaucoup à rester dans la société civile pour le moment, du moment où j'apprends beaucoup. J'ai beaucoup plus de liberté d'action et de liberté, bien évidemment, d'opinion.
de pouvoir me prononcer sur certains sujets de façon libre, sans contrainte. Donc je me sens très à l'aise dans la société civile et je gagne beaucoup d'expérience. Son épanouissement, elle le trouve dans l'engagement en faveur de ses sœurs et son militantisme dans la société civile. Issue d'une famille de pères et mères militants du Parti socialiste, Gaëlle Ababacar Mbaye ne se laisse pas pour le moment draguer par la politique, même si elle n'a pas une position tranchée sur la question. Et c'est cet élément signé Mamsène Boubabou qui marque le point final de cette édition. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.